Je venais à peine de dire qu'il était mon meilleur ami au micro, à l'enterrement de mon meilleur ami, quand son père m'a arraché du pupitre et m'a plaqué contre le premier banc. Le choc m'a sonné et mes fiches se sont éparpillées sur le sol de l'église. Avant même que je comprenne ce qui se passait, le père de Hugo était sur moi, me frappant tandis que les gens criaient. Tu n'as pas le droit de parler de Hugo, hurlait-il. Tu as tué mon fils. 2 employés de l'église l'ont tiré en arrière pendant que sa femme pointait un doigt tremblant vers moi. Meurtrier, a-t-elle murmuré. Le frère de Hugo s'est avancé, la voix glaciale. On sait que c'est toi qui lui as donné les cachets. On sait que tu étais là la nuit où il est mort et que tu n'as rien fait. Le directeur des funérailles m'a conseillé calmement de partir avant que la police ne soit appelée. J'ai regardé autour de moi, des visages que je connaissais depuis toujours, mais tout le monde me fixait comme si j'étais contaminée. Mes parents étaient assis 3 rangs plus loin. Mon père évitait mon regard. Je suis partie sans dire un mot. Le lendemain matin, quelqu'un avait tagué immonde sur ma voiture. Le café où je travaillais m'a viré avant même que j'entre. Ma copine a laissé mes affaires sur son perron avec un mot. Ne me contacte plus jamais. Quand j'essayais d'expliquer que je n'avais jamais donné de pilule à Hugo, que je n'étais même pas là quand il est mort, les gens me regardèrent avec un tel dégoût que j'ai fini par arrêter d'essayer. Puis mes parents m'ont fait asseoir et m'ont dit, d'un ton calme, que je devrais partir un moment, le temps que les choses se calment. Les mains de ma mère tremblèrent en versant le café. Mon père n'a toujours pas levé les yeux. Ils ne m'ont jamais demandé si je l'avais fait. Alors j'ai chargé ma voiture et conduit jusqu'à une ville où personne ne connaissait mon nom. J'ai trouvé un boulot dans un entrepôt où on ne posait pas de questions. Et j'ai lentement reconstruit une sorte de vie. J'ai rencontré des gens, mais je gardais toujours mes distances. Comment dire à quelqu'un que ton meilleur ami est mort et que tout le monde pense que c'est toi qui l'as tué? 5 ans ont passé et la douleur s'est transformée en une cicatrice supportable. Mais il restait toujours ce vide où Hugo aurait dû être et où ma famille aurait dû être. Le mois dernier, en déménageant, un recueil de poésie est tombé de ma bibliothèque. Hugo me l'avait offert pour mon anniversaire, l'année avant sa mort. Je l'avais remercié puis rangé sans jamais l'ouvrir. Quand il a touché le sol, une enveloppe en est tombée. Mon nom y était écrit, de la main de Hugo. La lettre était datée de 3 jours avant sa mort. Si tu lis ceci, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose et que tu dois connaître la vérité. Commençait-elle. Mes mains tremblaient en la lisant. Hugo expliquait qu'il faisait du bénévolat dans un centre de soins où il avait rencontré un homme nommé Jacques, paralysé depuis 20 ans à cause d'un délit de fuite. Hugo décrivait la nuit de l'accident. Une voiture avait sauté sur le trottoir, percuté Jacques, et plusieurs personnes étaient sorties du véhicule, l'avaient regardé allongé par terre, puis étaient remontées dans la voiture pour partir. Jacques avait crié à l'aide, mais il l'avait laissé là. Hugo écrivait que les détails correspondaient à une nuit de notre enfance, une nuit où nos parents étaient sortis ensemble et étaient revenus étranges, nous disant de ne jamais parler de cette soirée. Il les avait confrontés, les 4 à la fois. Ils avaient tout avoué. Mon père conduisait. Ils avaient le paniqué en voyant Jacques au sol. Les parents de Hugo avaient convaincu tout le monde de partir avant que la police n'arrive, car cela détruirait leur famille et leur carrière. Ils avaient enterré ce secret pendant 20 ans, pendant que Jacques vivait en fauteuil, sans justice, sans même des excuses. Hugo écrivait qu'il leur avait dit qu'il devait se dénoncer. Il l'avait supplié de ne rien me dire. Tu n'as pas besoin de porter ça, lui avait-il dit. Il avait accepté de garder le silence, le temps de réfléchir à ce qu'il devait faire. Puis le ton de la lettre changeait, et mon sang s'est glacé. Il se passe des choses étranges depuis que je les ai confrontés. Mes freins l'ont lâché sur l'autoroute, mais le garagiste n'a rien trouvé. Quelqu'un m'a suivi 2 fois jusqu'à chez moi. Je reçois des appels la nuit, avec juste une respiration à l'autre bout du fil. Je ne sais pas si je deviens parano ou s'ils essaient de me faire taire, mais j'ai assez peur pour cacher cette lettre. Tu ne la trouveras que s'il m'arrive quelque chose. Le dernier paragraphe m'a détruit. Si quelque chose m'arrive et que ça ressemble à un accident ou à une overdose, n'y crois pas. Je n'ai jamais touché à ces trucs. Mes parents ont accès à des médicaments sur ordonnance grâce à leur travail. Je ne serais pas surpris qu'ils s'en servent s'ils se sentent piégés. J'espère que tu n'auras jamais à lire ça. Mais si c'est le cas, fais ce que tu veux de la vérité. Je ne serai plus là pour mener ce combat. Je suis restée assise sur le sol de mon appartement, la lettre tremblant entre mes mains, incapable de faire le moindre son.